tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui. Je m'appelle Amaranta et je suis là pour vous aider. Je voulais simplement vous dire que vous avez la boîte de dialogue et que vous avez donc le bouton questions-réponses en bas de votre écran. Si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas à cliquer sur questions et réponses et à lever la main. Vous avez également le bouton interprétation en bas. Vous avez un globe en bas de votre écran et vous pouvez activer l'interprétation anglaise ou française. Merci beaucoup. Et je vais maintenant donner la parole à Miyoko. Merci Amaranta. Bonjour, bonne matinée, bonne soirée. Bienvenue au troisième et dernier webinaire de la série concernant l'utilisation des données de l'apprentissage dans le cycle de planification de l'éducation. Je m'appelle Miyoko Saito et je suis à la tête du programme Formation et Éducation de l'IIPE et je serai la modératrice de la session d'aujourd'hui. Bien, maintenant, nous allons passer à la diapositive suivante. Pendant le premier webinaire, il y a 2 semaines, vous vous souviendrez peut-être que nous avons examiné les modalités et les obstacles concernant l'utilisation des données de l'apprentissage dans le cycle de planification. Et la semaine dernière, lors de la deuxième session, nous sommes penchés sur les politiques d'évaluation et les cadres institutionnels pour l'utilisation des données des apprentissages. Et aujourd'hui, pour le troisième webinaire de notre série, nous allons nous pencher sur la dynamique entre les acteurs et l'utilisation des données des apprentissages, y compris les acteurs internationaux et nationaux aux différents niveaux. Et plus particulièrement, nous allons nous intéresser à différentes questions. Voici donc les orateurs que vous pouvez voir à l'écran pour le séminaire d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, nous allons commencer par une présentation des principaux résultats de recherche de l'IPE et de la perspective comparative. Puis nous aurons 2 présentations faites par des pays. Ce sont des expériences pays. Nous allons entendre 2 pays sur les acteurs nationaux et internationaux et leurs interactions aux différents niveaux et comment est-ce que cela peut avoir un impact sur l'utilisation des données d'apprentissage. Aujourd'hui, les 2 pays concernés sont la Guinée et le Sénégal. Et à la fin, nous aurons une présentation du Commonwealth et du Bureau du développement. Après avoir entendu l'ensemble des orateurs, nous prendrons quelques minutes pour vos questions et n'hésitez pas à inscrire vos questions, comme l'a dit Amaranta, soit dans la boîte de dialogue, soit dans la boîte questions et réponses. Et je vous présenterai les orateurs avant chacune de leurs présentations. Donc, je vais maintenant vous présenter notre premier orateur, Yeva Raudonit, qui est donc responsable associée de la recherche à l'IPE et coordinatrice des programmes de recherche de l'IPE sur l'utilisation des méthodes d'apprentissage et des données de l'apprentissage. Et nous avons également Tuamaya Foimapapsi, qui est consultante et qui participe au programme de recherche sur l'utilisation des données d'évaluation de l'apprentissage. Donc, Yeva et Tuamaya, la parole est à vous. Merci beaucoup, Miyoko. Je suis extrêmement heureuse de vous souhaiter à tous la bienvenue pour cette dernière session de notre série de 3 webinaires sur l'utilisation des données d'évaluation. Et avant de passer carrément à la session d'aujourd'hui, je voudrais reprendre certains aspects que nous avons couverts au cours du premier webinaire. Donc, vous étiez avec nous au cours de la première semaine. Vous vous souviendrez peut-être que lors du premier webinaire, nous nous sommes penchés sur l'utilisation des données d'évaluation dans le cycle de planification. Et ensuite, nous avons commencé à explorer les dynamiques entre les différents facteurs qui influencent cette utilisation. Nous nous sommes d'abord penchés sur la qualité des rapports d'évaluation et nous avons également exploré la question de la dissémination de ces résultats de l'évaluation. Lors du deuxième webinaire, nous nous sommes penchés sur l'institutionnalisation des évaluations et nous avons commencé par une question extrêmement importante concernant le développement des capacités, mettant l'accent sur l'importance du développement durable des systèmes d'évaluation. Nous nous sommes également penchés sur l'absence de cohérence et de complémentarité entre certaines évaluations dans les pays. Puis nous sommes penchés sur les politiques d'évaluation et des conditions préalables qui sont importantes pour une mise en œuvre active. Nous nous sommes également penchés sur les cadres institutionnels pour les équipes d'évaluation, leurs avantages et leurs désavantages. Si vous n'avez pas pu assister à ces 2 sessions ou si vous aimeriez les revoir, il y a un enregistrement ainsi que l'ensemble des présentations que vous pouvez retrouver sur le portail.
Et aujourd'hui, nous allons parler des dynamiques entre acteurs et l'utilisation des données d'évaluation. Je dirais que c'est là un des éléments les plus intéressants et les plus complexes sur lesquels notre étude s'est penchée. Après avoir fait une revue de la littérature dans le cadre de ce projet, il est apparu clairement que le développement des systèmes d'évaluation n'est pas un exercice neutre et technique, mais plutôt un exercice très politique avec des relations importantes. Différents auteurs ont mis l'accent sur le fait que les évaluations sont un phénomène politique qui reflète les agendas et la nature des relations entre les acteurs politiques. Les évaluations, très souvent, commencent par des processus politiques et il y a également des mécanismes qui permettent de responsabiliser les acteurs. Et c'est là où nous avons commencé à regarder l'économie politique de l'utilisation des données d'évaluation. Et notre étude démontre qu'il est extrêmement important d'analyser les dynamiques entre les acteurs parce que elles peuvent, dans une grande mesure, impacter l'utilisation des données d'évaluation. Dans la présentation d'aujourd'hui, Manaya et moi-même, nous allons d'abord nous pencher sur le rôle des partenaires internationaux et nous passerons ensuite aux dynamiques entre les acteurs au niveau central dans les grandes évaluations. Et ensuite, nous passerons aux dynamiques entre les niveaux central et décentralisés. Et je voudrais maintenant commencer par le rôle important que jouent les partenaires internationaux dans le développement et le soutien des évaluations à grande échelle. Et si nous passons à la diapo suivante, nous pouvons voir qu'ils ont offert un soutien essentiel, financier et autres pour cette évaluation et ont souvent été des promoteurs de l'utilisation efficace des données d'évaluation. Dans les pays avec lesquels nous avons travaillé, les partenaires internationaux, très souvent, ont mis en place les évaluations à grande échelle et ont fourni quelque chose. Par exemple, en Guinée et au Ghana, et une grande partie des évaluations au Sénégal également ont été financées par des ressources extérieures. Notre étude montre que, et nous pouvons passer à la diapositive suivante maintenant, notre étude a démontré que l'impact des partenaires internationaux sur les évaluations dépend fortement des facteurs contextuels dans les pays et nous avons vu une dynamique différente émerger et nous avons essayé de mettre en lumière les différents facteurs qui permettront d'aboutir à des équilibres différents dans les systèmes d'évaluation. Nous avons vu que dans certains cas, le soutien des partenaires a engendré des révisions mutuellement bénéfiques qui permettent de renforcer les systèmes d'évaluation. Néanmoins, dans d'autres contextes, leur influence était tellement forte que quelquefois cela dépassait, allait au-delà de l'autonomie nationale lors de la gestion de l'évaluation nationale et limiter l'appropriation nationale des évaluations. Dans la présentation d'aujourd'hui, nous allons essayer de montrer que bien que les partenaires extérieurs et leur soutien reste essentiel pour les systèmes d'évaluation, en Afrique subsaharienne, il existe néanmoins certains risques et des conséquences inattendues qu'il faut prendre en considération pour trouver des solutions pour équilibrer cela. Dans les pays dans lesquels nous travaillons, nous avons constaté qu'il n'y a pas de d'offres de budget national pour les évaluations et les processus d'apprentissage. Nous pouvons passer à la diapositive suivante et nous pouvons voir donc les deux problèmes que je vais maintenant développer. Il y a donc une forte dépendance par rapport au financement extérieur qui quelquefois engendre une discontinuité dans la mise en œuvre des évaluations parce que s'il n'y a pas de partenaire extérieur sous-jacent, il est quelquefois difficile pour les contreparties nationales de mettre les choses en place, ce qui peut aboutir à annuler certaines évaluations. C'est ce qui s'est passé en Namibie avec une évaluation à grande échelle qui a été annulée pour 2016 et 2019, ainsi que la discontinuité des évaluations dans ce pays. Et nous avons vu également que les partenaires avaient également une influence importante sur les modalités d'évaluation et que ce n'est pas toujours, ils ne sont pas toujours alignés sur les besoins des données des pays. Et que on peut avoir une évaluation basée sur un recensement ou sur des échantillons et cela peut avoir une conséquence importante. Nous avons également constaté la semaine dernière lors du webinaire qu'il y a des capacités techniques nationales insuffisantes qui engendrent quelquefois une externalisation dans les cas les plus difficiles avec des agences internationales ou des universités ou des sous-traitants quelquefois extérieurs au pays. Et si cela peut aider à pallier l'absence de capacité technique, néanmoins cela engendre des risques importants
important parce qu'il est difficile d'assurer un processus de transparence et de gestion inclusive si une partie du processus est sous-traitée et externalisée dans un autre pays. Et ceci aboutit également à la destruction du cycle national de gestion des données et réduit l'influence des acteurs nationaux sur la gestion des données. Et ces deux problèmes aboutissent à un manque d'appropriation nationale et d'autonomie dans la gestion des évaluations et peuvent avoir un impact négatif sur l'utilisation des résultats de l'évaluation. Nous pouvons passer à la diapositive suivante maintenant. Et nous avons pu voir que dans les pays dans lesquels nous travaillons, cette absence d'appropriation nationale des résultats et d'évaluation était considérée comme un problème important. Et ceci met le doigt sur le désalignement entre la production et l'utilisation des données des apprentissages. Certains disent qu'il y a un certain déséquilibre dans l'utilisation de ces données par les partenaires nationaux et internationaux. Les partenaires internationaux se basent fortement sur ces informations pour leurs projets et pour leurs activités, alors que les partenaires nationaux n'utilisent pas toujours ces informations dans la même mesure. Et enfin, bien qu'une bonne partie des personnes interviewées disent que les données d'évaluation sont très importantes pour leur politique, pour certains d'entre eux, les évaluations continuent à être vues comme une procédure plutôt qu'un outil utile qui permet d'informer leur travail au quotidien. Et notamment, c'est que au niveau décentralisé et pour les acteurs qui peuvent être impliqués dans la mise en œuvre des évaluations, mais pas nécessairement dans ce qui s'appelle un retour pertinent sur les résultats des évaluations. La question de l'appropriation nationale des données d'apprentissage a été très souvent soulevée en Guinée, où un certain nombre de personnes interviewées ont indiqué que les analyses actuelles des résultats des données d'évaluation ne sont pas toujours pertinents par rapport aux besoins des ministères, essentiellement parce que les ministères ont très peu de contrôle sur les résultats, la conception des évaluations. Et ceci existe également au Sénégal concernant les évaluations internationales qui, quelquefois, ne reflètent pas bien la réalité du pays et dans les classes. Il y a également deux autres points importants que je vous souhaiterais aborder aujourd'hui, à savoir que cela est lié à la question de la durabilité et de l'émergence de leadership national. Nous pouvons passer à la diapositive suivante. Alors que les évaluations sont souvent introduites comme des projets extérieurs et sont liées, limitées dans le temps, il peut y avoir des problèmes et il est quelquefois difficile de reprendre le financement de la part du gouvernement national. Il existe également un autre problème lorsque les pays essayent de mettre en œuvre des politiques qui ont peut-être été recommandées par les résultats de l'évaluation. Quelquefois, s'il n'y a pas de financement extérieur disponible, il n'est pas possible de mettre en œuvre ces politiques, ce qui aboutit à une mise en œuvre sélective. Et nous avons également constaté qu'il y avait une mauvaise coordination entre les acteurs qui financent et coordonnent différentes évaluations dans le pays. Et c'est quelque chose, par exemple, que l'on a constaté au Sénégal. Et autre chose qui est extrêmement importante, c'est le leadership national dans les systèmes d'évaluation. Le leadership national est important non seulement pour s'assurer que les évaluations se penchent sur les besoins des pays, mais que cela permet aux différents acteurs de travailler sur les évaluations et permettre un bon développement des systèmes d'évaluation. Néanmoins, nous avons constaté qu'il y avait un certain nombre d'obstacles à cette émergence dans le leadership national, tels que les capacités financières limitées, les ressources financières limitées, ainsi que la concurrence entre les équipes chargées des évaluations. La semaine dernière, nous avons vu que quelquefois, les différentes évaluations peuvent être entre les mains d'équipes différentes et leurs relations sont des relations de concurrents plutôt que des relations de collaboration, ce qui peut empêcher l'émergence d'un leadership national. Et finalement, s'il y a un manque de confiance par rapport aux capacités et à l'autorité des équipes d'évaluation nationale, cela peut avoir un impact négatif sur l'émergence d'un leadership national. Et notre étude a également permis de documenter certains facteurs, certaines conditions nécessaires pour établir de bonnes relations, des relations bénéfiques. Donc, nous avons vu que le leadership politique et la pression interne pour développer le système sont extrêmement importants, tout comme l'engagement pour le développement des capacités nationales par opposition à l'externalisation.
Et il est également essentiel d'impliquer les différents acteurs nationaux à différents niveaux des ministères dans la gestion des données des apprentissages pour les familiariser et améliorer l'appropriation des résultats de l'évaluation. Il est important de s'assurer que l'alignement des évaluations des apprentissages avec les priorités des systèmes éducatifs sont bien là. Et j'aimerais en conclure avec la question de la culture de la preuve. Nous avons également exploré quelque chose de très difficile. Il était bien entendu difficile de l'étudier et encore plus difficile de faire un rapport, mais nous avons pu constater que l'utilisation des données d'évaluation s'intègre dans une organisation, dans une culture organisationnelle plus générale et que les données d'évaluation de l'apprentissage véhicule une culture intrinsèque de la preuve qui demande du temps à être construite et les pays ont progressivement surmonté la peur politique d'être des chiffres pour adopter plus de transparence. Et c'est ce que nous avons essentiellement vu au Ghana et en Zambie. Et je vais maintenant donner la parole à Twamanaya, qui va nous parler des dynamiques des acteurs nationaux au niveau central. Et nous allons maintenant passer au français. Donc, je demanderai au public de passer sur le canal anglais pour ceux d'entre vous qui souhaitent écouter la présentation en anglais. Intéressé également aux dynamiques derrière les interactions des acteurs du niveau central dans les ministères de l'Éducation. Et donc, cette étude nous a démontré que la collaboration restait généralement assez limitée au niveau central. Et donc, il faut noter toutefois que c'est quelque chose qui est difficile à mesurer et à appréhender, et aussi que la collaboration n'est pas un problème qui est particulièrement spécifique aux évaluations ou même au ministère de l'Éducation. Mais notre étude montre que ça reste un facteur important et pertinent qui doit être pris en compte quand on souhaite, lorsqu'on veut expliquer la faible utilisation des données d'évaluation. Alors, la première caractéristique de cette faible collaboration, c'est le fait que les acteurs travaillent souvent en silo. Donc, que ce soit entre équipes ayant des responsabilités similaires dans différentes évaluations, ou bien entre équipes d'évaluation et les autres services comme la planification, le programme scolaire ou la pédagogie. Donc, ces acteurs-là ont tendance souvent à travailler de façon isolée, sans forcément partager de manière systématique les informations liées aux évaluations. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le partage d'informations n'est pas toujours institutionnalisé, ou alors quand c'est le cas, ce n'est pas mis en œuvre selon les cadres réglementaires existants. Cependant, il faut noter aussi que l'institutionnalisation de la collaboration n'est pas une condition suffisante en elle-même, puisque dans certains pays, il y a des mécanismes institutionnels en place qui effectivement créent des opportunités de collaboration, mais ce sont encore une collaboration qui reste ponctuelle et ça ne suffit pas à créer un schéma plus pérenne entre les différents services. Le troisième point qui est très lié à ce que l'on vient de dire, c'est que différentes étapes du processus de gestion des données restent cantonnées dans les équipes d'évaluation. Et on a vu dans le précédent webinaire que la participation et la contribution de différentes parties prenantes dans ce processus aide aussi à valoriser et à mieux utiliser ces données. Et donc, tous ces facteurs qui constituent le caractère ponctuel et la faiblesse générale de la collaboration amènent finalement à l'absence d'un dialogue constructif sur les résultats des évaluations d'une part, mais aussi plus largement la recherche de solutions pour remédier à la faiblesse des apprentissages. Donc, nous avons cherché à expliquer pourquoi cette faible collaboration en allant au-delà des aspects formels, mais en s'intéressant plutôt aux causes plus profondes, c'est-à-dire, comme on le disait tout à l'heure, à une culture, aux aspects culturels qui peuvent exister au sein des ministères. Et donc, effectivement, il y a des environnements qui sont plus favorables pour la collaboration, et c'est notamment le cas, par exemple, en Gambie, où il y a vraiment une culture de la porte ouverte qui est installée,
c'est-à-dire que les acteurs vont échanger de façon très spontanée, informelle, et ne vont pas hésiter à solliciter leurs collègues lorsqu'ils ont besoin d'informations. Dans le cas opposé, il y a d'autres contextes où ces interactions sont marquées par une certaine compétition entre services qui ont des responsabilités similaires sur différentes évaluations, et ce, malgré le fait qu'ils soient institutionnellement très liés. Donc, cette compétition entre services, on peut dire qu'elle découle, mais à la fois, elle favorise l'instabilité du cadre institutionnel dans lequel ces acteurs évoluent. Le deuxième point qui fait encore une fois qui souligne l'importance de la perception des acteurs, c'est cette croyance qu'il y a une division entre techniciens d'une part et décideurs politiques d'autre part. Et donc cette croyance consiste à dire que les évaluations relèvent de l'aspect techniques des choses, donc doivent être gérées par les techniciens, alors que les décisions politiques sont le fait d'autres personnes qui peuvent ou non faire usage des données d'évaluation. Alors, même si bien sûr les équipes d'évaluation doivent maintenir une certaine impartialité par rapport aux influences politiques, cette croyance contribue à déconnecter les évaluations du processus de décision politique plutôt que d'en faire une caractéristique permanente. Et c'est ce qu'illustre cette citation d'un acteur que nous avons interrogé, qui nous redirigeait vers l'équipe d'évaluation pour qu'ils nous disent pourquoi est-ce qu'ils font ces évaluations. Le troisième point qui caractérise la collaboration dans les ministères, c'est aussi la difficulté de voir émerger un leadership clair en matière d'évaluation. C'est-à-dire qu'on ne voit pas un service référent en la matière qui pourrait coordonner le travail de différents services qui travaillent donc sur les évaluations, et qui soit aussi capable de créer une compréhension commune à la fois des évaluations, mais aussi de leurs objectifs. Donc, on va maintenant se tourner vers les dynamiques entre niveau central et niveau décentralisé, et cela nous apporte encore une fois des enseignements assez riches sur l'utilisation des données d'évaluation. Donc, la première chose à savoir, c'est que le niveau décentralisé est crucial dans l'administration des tests en eux-mêmes, dans les écoles. Mais lorsqu'on regarde d'autres étapes du processus de gestion, on se rend compte qu'ils sont très rarement impliqués. La deuxième chose, c'est que même s'il existe des évaluations qui apportent des informations à leur niveau, c'est-à-dire, par exemple, les évaluations conduites sur toute la population ou bien les évaluations décentralisées comme il y en existe au Sénégal. Ils disposent donc de ces informations, mais ils ne savent pas comment les utiliser au mieux dans leurs propres activités de planification. Donc tout cela conduit finalement à une moindre familiarité des évaluations, des apprentissages, et on s'en est rendu compte par exemple en Guinée où les acteurs décentralisés avaient du mal à faire la différence entre examens nationaux et évaluations nationales. Donc lorsqu'on leur posait des questions sur les évaluations des apprentissages, ils faisaient systématiquement référence aux examens puisqu'ils les connaissaient mieux. Et donc, naturellement, de là découle aussi une moindre utilisation des données d'évaluation au niveau décentralisé. Donc, ce constat fait partie en fait d'un schéma plus général où les évaluations restent très, très centralisées. Donc, de la conception à la mise en œuvre, à l'analyse des données, c'est principalement le fait des acteurs du niveau central. Et donc, les niveaux décentralisés jouent un rôle assez passif parce que même s'ils peuvent recevoir des directives, leurs besoins sont assez rarement pris en compte. Donc, en termes de dialogue, plutôt qu'un dialogue constructif, ce qu'on observe souvent, c'est un jeu de reproches qui se met en place entre niveau central et niveau décentralisé, où le niveau décentralisé reproche à leurs collègues du niveau central de ne pas être suffisamment conscients des difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Et de l'autre côté, le niveau central reproche aux collègues décentralisés de ne pas faire un usage approprié des données d'évaluation alors même qu'ils reçoivent ces données. Donc, ce qu'on observe, c'est
de manière générale l'absence d'un feedback loop, c'est-à-dire une boucle rétroactive qui doit se mettre en place entre niveau central et niveau décentralisé sur l'usage des données d'évaluation. Donc pour le niveau central, la première étape de cette boucle, c'est l'assistance qu'ils fournissent dans l'administration du test. Donc à ce titre, dans certains pays, il y a des sessions de travail, des ateliers qui sont organisés pour justement former, familiariser aux standards et aux procédures que demande l'exercice. Mais une fois que ces tests sont conduits, ils envoient rarement de retour sur les résultats d'évaluation en eux-mêmes, c'est-à-dire les rapports d'évaluation, mais aussi sur la façon dont s'est déroulé les tests, pour savoir éventuellement s'il y a eu des conditions particulières qui pourraient affecter la validité des données. Mais plus important encore, c'est que même si les niveaux décentralisés disposent des données d'évaluation, il n'y a pas suffisamment de guides ou de soutien de la part de leurs collègues du ministère pour les aider à utiliser au mieux ces données. Du côté du niveau décentralisé, comme on l'a dit tout à l'heure, ils administrent donc les évaluations, ils renvoient les tests une fois qu'ils sont conduits. Et dans certains cas, comme en Namibie par exemple, les responsables régionaux rendent compte de la performance des apprentissages dans leur juridiction, donc sur la base de ces données. Par contre, lorsqu'il s'agit d'assister et de suivre l'utilisation des données dans les écoles ou de suivre les recommandations qui ont été mises en place, ils rencontrent énormément de difficultés. Ces difficultés, elles sont d'abord d'ordre matériel puisqu'ils ne disposent pas des ressources financières et matérielles pour vraiment s'assurer que toutes les activités sont exécutées et suivies de manière appropriée. Et l'autre besoin aussi, c'est en matière d'expertise, puisque à ce niveau décentralisé qu'il existe de plus grands besoins en développement des capacités. Et donc, ceci crée une nécessité d'un soutien plus important du niveau central, mais aussi des partenaires internationaux qui doivent mieux accompagner les acteurs décentralisés qui sont au plus près des écoles. Donc, comme l'a dit un de nos interlocuteurs, il ne suffit pas simplement de publier les données, il faut aussi qu'il y ait une recherche derrière pour s'assurer qu'il y a une utilisation effective des données d'évaluation et que les recommandations sont mises en place comme prévu. Je redonne la parole à Yeva. Thank you very much, Tumanaya, and I will just... Merci beaucoup, Tumanaya, et je vais simplement conclure avec quelques pistes de réflexion pour vous dire qu'actuellement, nous sommes en train de préparer des analyses comparatives sur les résultats que nous avons présentés pendant ces 3 webinaires. Et nous les aurons sous forme écrite, ils seront publiés plus tard dans l'année et nous espérons également pouvoir capitaliser sur les données collectées en Afrique subsaharienne et les données également collectées par nos collègues en Amérique latine afin d'avoir des recommandations et des enseignements à tirer, des enseignements croisés. Donc, je m'arrêterai là et si vous avez des questions sur les études, ces résultats ou les initiatives futures, n'hésitez pas à nous contacter et je vais maintenant redonner la parole à Miyoko qui va présenter le panel suivant. Merci Miyoko. Merci beaucoup Yeva et merci beaucoup Tumanaya. Nous avons vu dans votre présentation qu'il y a pas mal d'acteurs internationaux qui ont joué un rôle très important comme le renforcement des capacités, le financement, le plaidoyer pour l'utilisation des données d'évaluation des apprentissages. Donc, il est très intéressant de savoir que même avec le même niveau d'influence internationale, le contexte du pays et aussi l'acceptation de cette culture qui va prendre du temps en fait, va vraiment faire la différence en termes de comment le pays va vraiment s'approprier ces évaluations et comment est-ce que les acteurs peuvent collaborer dans l'utilisation de ces données. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Un peu. Nous allons suivre avec le premier cas de la Guinée présenté par Jenabou Baldé. Jenabou
est responsable du service des études avancées de l'Institut des sciences de l'éducation de Guinée et la coordinatrice nationale du réseau ouest et central africain pour la recherche en éducation. Donc, Jenabou, vous avez la parole. Jenabou? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et puis, je crois que je voudrais déjà remercier l'IEPE qui a permis à ce que vraiment aujourd'hui je sois avec vous sur ce cas-là, puisque j'ai été aussi un peu une actrice de cette étude. Je vais partager peut-être mon écran pour la présentation que j'ai à faire. Voilà. Donc, il m'a été demandé donc de présenter un peu sur l'influence des partenaires et de la dynamique entre les acteurs nationaux en Guinée. C'est comme ça que je l'ai intitulé. Et oh là là. Donc, il faut que je... Non. Voilà. Voilà donc le plan de mon intervention. Je voudrais parler déjà du contexte, ensuite du soutien des partenaires internationaux sur le développement des systèmes d'évaluation et son effet sur l'utilisation actuelle des données d'apprentissage. Et l'autre élément, l'influence de la dynamique entre les acteurs nationaux, que ce soit au niveau central ou au niveau déconcentré, impliqués dans la gestion des données d'évaluation. Et enfin, quelques éléments de conclusion. Au niveau du contexte, déjà, il y a ce qu'on peut retenir par rapport aux différentes évaluations. Il faut dire qu'il y a des évaluations qui se font. Il y a l'évaluation nationale sur les acquis des élèves en calcul et en français qui s'effectue depuis 1999 avec un financement du programme Éducation pour tous. Après, il y a eu le PSE, le programme sectoriel d'éducation. Après, enfin, il y a eu avec le FOSEB, qui est le Fonds compétitif de l'éducation de base. Donc, c'est une évaluation nationale donc, qui couvre, on va dire, aussi au niveau national et qui est faite généralement avec le service national d'évaluation du système éducatif. Il y a d'autres évaluations aussi qui s'effectuent, celles qui relèvent du PASEC. On dit généralement au niveau régional, mais en fait, puisque ça relève de la Confémen qui est déjà une structure au niveau international, donc moi je les mettrais dans le cadre même des évaluations au niveau international. Donc il y a le PASEC donc, qui fait le test programme d'analyse des systèmes éducatifs. Et aussi, nous avons EGRA, le test d'évaluation précoce des apprentissages de la lecture dans les écoles expérimentales. Donc ça, ce sont des évaluations qui se font au niveau, on va dire, international et régional. Mais aussi, il y a d'autres évaluations des apprentissages standardisés ad hoc qui sont initiés ou menés par des partenaires dans le cadre de leurs projets qui ont également cours. Et là, on parlera de ces partenaires, on verra dans la suite ce que ces partenaires font pour soutenir donc ces évaluations et les mener sur le terrain. Quand on regarde cela, on se demande, parce que déjà, même si on prend les évaluations au niveau national, les évaluations au niveau régional ou international, on voit que toutes ces évaluations sont financées pratiquement par les partenaires au développement. Donc, aucune de ces évaluations n'est financée sur le budget national de développement. Donc, financée par... Donc,
Ce qui veut dire que le contexte aujourd'hui guinéen aussi est marqué par l'absence d'une politique en matière d'évaluation. On n'a aucune politique qui régit aujourd'hui donc le système d'évaluation en Guinée. Mais nous allons voir vers la fin qu'on est en train de voir comment essayer de réglementer cela. Avec le premier point, donc soutien des partenaires internationaux sur le développement des systèmes d'évaluation et son effet sur l'utilisation des données d'apprentissage, on peut déjà retenir que les PTF, en réalité, sont les demandeurs et financeurs des évaluations des apprentissages. Ils sont même parfois producteurs des données d'apprentissage. En fait, ce sont eux qui choisissent les modalités d'évaluation, par exemple le niveau auquel on évalue et les indicateurs de pilotage qui en sont issus. Même les niveaux, même donc ces indicateurs-là, c'est eux qui les choisissent en fonction de ce qu'eux, ils recherchent dans le cadre de leur projet. D'autres évaluations peuvent être ponctuellement aussi produites, notamment par les PTF, c'est-à-dire c'est le cas de la GIZ. Comme même un de ses représentants l'a souligné, donc conduit ses propres évaluations, mais à plus petite échelle, sur l'apprentissage précoce, par exemple, de la lecture et du calcul, auprès des écoles partenaires. C'est les écoles vraiment qui sont sous leur juridiction, là où dans leur zone d'intervention. Les niveaux d'enseignants, ils regardent les niveaux d'enseignement qui les intéressent et donc ils font des évaluations à ce niveau-là. C'est aussi le cas, par exemple, de l'UNICEF qui mène des évaluations plus spécifiques en fonction des besoins. Et là, ils font des évaluations où ils font intervenir le service national d'évaluation du système éducatif, dans certains cas, comme c'est le cas avec donc le programme international d'appui aux communes de convergence, où il y a 40 communes sur lesquelles donc on mène actuellement donc de l'évaluation, mais qui sont financées par l'UNICEF. L'UNICEF conduit aussi à la fois des évaluations au niveau de la préfecture, par exemple, de Télémélé. Mais vous allez voir donc que Télémélé, ce n'est qu'une préfecture dans une région, mais ces évaluations sont strictement et uniquement menées au niveau de Télémélé. Donc, quand on parle de tout ça, on se demande aussi, il y a aussi même la Banque mondiale aussi qui fait des évaluations pour mesurer l'impact du projet de prime à la formation, à la performance, donc sur 420 écoles. Tout ça, ce sont des évaluations qui sont menées par des partenaires et avec donc, en déterminant, c'est eux qui déterminent à la fois le niveau auquel ils veulent évaluer, mais également les indicateurs qui les intéressent. D'où on se pose les questions suivantes. Quelle est la cohérence et la complémentarité entre ces différentes évaluations? Puisque les évaluations, toutes ces évaluations ne se font pas au niveau national, certaines seulement se font au niveau national, d'autres donc se font au niveau juste de certaines préfectures, même pas au niveau d'une région administrative. Pour vous donner une petite image, en Guinée, nous avons 8 régions administratives. Donc, au sein d'une région administrative, dans une seule préfecture, donc, il y a des évaluations qui sont faites. Et on se pose donc la pertinence de ces évaluations. Est-ce que ces évaluations sont pertinentes pour le système éducatif d'une manière générale ou bien c'est pertinent juste pour donc, le bailleur de fonds ou bien le partenaire technique et financier, l'institution qui est en train de faire cette évaluation? Ça pose aussi la question de la régularité de ces évaluations, puisqu'il n'y a pas d'autonomie au niveau des acteurs nationaux. Et l'autonomie va évidemment avec ce financement donc des évaluations. Si le financement des évaluations est tributaire des PTF, donc il y a à se poser des questions. Est-ce qu'il y a une régularité et quelle est l'utilité enfin de ces données qui sont des données parcellaires
parce que ce n'est pas des données au niveau national, forcément, toutes ces données ne sont pas des données au niveau national qui pourraient permettre éventuellement donc, que ces données que ces évaluations-là puissent être prises en compte dans le système de planification. Si ce n'est qu'à un endroit donné qu'on fait une évaluation, il y a un endroit donné simplement qu'on fait aussi des interventions, on se pose la question de savoir quelle est l'utilité de ça. Est-ce qu'on ne va pas avoir ici un système éducatif à plusieurs vitesses en fonction des partenaires? Donc, d'où cette question que je me pose et franchement, je n'arrive pas à savoir. C'est un peu ce qu'a dit tout à l'heure donc les intervenantes de l'IEPE sur le leadership de tout ça, de ce système d'évaluation au niveau de la Guinée. Donc, si je viens au niveau de l'influence de la dynamique entre les acteurs nationaux au niveau central et déconcentré, impliqués dans la gestion de données d'évaluation, le constat d'abord que je me fais, c'est au niveau central. Au niveau central, nous avons donc un cloisonnement entre les structures du ministère. Les différents cas, par exemple, que j'ai eu à soulever tout à l'heure, à souligner tout de suite d'évaluations qui s'effectuent au niveau de la Guinée, vous avez, par exemple, pour tout ce qui est des premières évaluations, d'évaluation nationale, où on parle des acquis et des élèves en calcul et en français au niveau national, qui sont supportés par le programme Éducation pour tous, par le PSE ou bien par le FOSEB. Là, on fait appel au service national d'évaluation du système éducatif. Maintenant, tout ce qui concerne, par exemple, le programme pour la Confimène, là, pour justement le PASEC, on met en place un comité, une commission qui va travailler là-dessus, où on fait appel à des cadres donc, du système national d'évaluation du système éducatif. Et aussi, on ajoute à cela des cadres qui proviennent donc d'autres structures, donc les BSD, les bureaux de stratégie de développement. Donc voilà ceux qui interviennent à ce niveau-là. Maintenant, si on prend EGRA fait intervenir une autre structure qui est l'IRAP, l'Institut national de recherche et d'action pédagogique. Donc, eux, ils font intervenir l'IRAP. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs intervenants au niveau donc, de système pour l'évaluation qui se fait par-ci par-là. Et donc, on se demande pourquoi tout cela. Et on se dit, moi, je me dis que peut-être que puisque déjà le budget et les activités d'évaluation ne sont pas prises en charge par le budget national de développement, les structures, pour que ces structures-là fonctionnent, les structures, donc, il y a une certaine compétitivité, une certaine compétition qui se crée entre ces systèmes-là et pour voir, donc, quel est le service qui va avoir justement le monopole de cette action ou pas. Et donc, les problèmes là, il y a ce manque d'autonomie des acteurs nationaux qui limite aussi vraiment, qui limite beaucoup l'évaluation des apprentissages, parce que s'ils n'ont pas de budget, ils ne peuvent rien faire. Et donc, à l'absence donc de budget, ils ne peuvent pas donc faire des évaluations qui sont programmées et régulièrement. Et donc, la forte utilisation des données issues des examens, mes prédécesseurs l'ont dit tout à l'heure, c'est effectif parce que c'est à ce niveau simplement que vous avez la participation de tous les acteurs, de l'école au niveau national. À partir de l'école, donc où déjà on donne les listes de ceux qui participent à l'examen, des élèves donc, qui doivent le faire, et au niveau des écoles et au niveau des préfectures où il y a la DPE qui va donc centraliser tout ça, et tous les services qui s'occupent des examens au niveau de toutes les structures déconcentrées, donc évoluent, travaillent avec eux, avec le système, avec le niveau central, donc pour
pour ces examens. Et là, ça, c'est financé par l'État. Le budget, là, il existe. Ce qui fait que les données qui sont partout où nous sommes passés, on ne nous a parlé que de ça, que de ces données-là qui sont des données de tout le monde, de tout le système. Et là, tout le monde travaille là-dessus et l'examen, l'analyse de ces résultats des examens se font à tous les niveaux. Et c'est pour ça que c'est l'outil vraiment qui est aujourd'hui utilisé au niveau de la base. Tout ce qui se fait en matière de planification et autres se fait au niveau donc ça se fait au niveau donc avec les évaluations issues des examens. Et c'est pour ça que quand on parle d'évaluation issue des données issues de l'évaluation des apprentissages, on ne parle que des examens nationaux. Ce qui fait que c'est ce qui était effectivement pris en compte. Mais aussi, ce qu'on constate également aussi, c'est que le personnel même au niveau des services déconcentrés ne participe pas à l'évaluation des apprentissages. Réellement, il ne participe pas. Il y a dans certains cas, on fait les questionnaires, tout ce qu'on fait, les outils qui arrivent, ils viennent juste pour qu'on vise leur ordre de mission et ils vont sur le terrain, des fois accompagnés ou non d'agents de niveau déconcentré pour faire leurs évaluations. Donc, c'est difficile à ce moment-là parce qu'ils ne sont pas du tout impliqués. Et donc, quand ils ne sont pas impliqués et après, il n'y a pas une restitution de ce qui a été fait au niveau national, donc ça devient difficile après pour que les gens s'approprient de ce qui est fait. Et aussi, donc cette absence de vulgarisation et l'accessibilité à ces rapports. Ces rapports ne sont pas du tout accessibles. Je vous donne un exemple très simple. Au niveau, par exemple, de moi, je gère des études avancées. Au niveau de l'ISEC, ça veut dire tous ceux qui font master et doctorat. Mais ils n'ont pas accès à ces rapports. C'est pour cela que même quand vous allez au niveau national pour avoir accès à une donnée, on vous renvoie, on dit il n'a pas d'ordre de mission, il n'a pas ceci, cela, il faut lui donner un ordre de mission, alors que ce sont des données publiques qui doivent être publiques et donc qui doivent être à la portée de tout le monde. Et donc, on n'a pas l'accessibilité là, elle n'existe pas. Et donc, ça crée assez de problèmes à ce niveau-là parce que le niveau déconcentré se voit complètement déconnecté de ce qui se fait au niveau central. Et dès qu'on vous demande, c'est comme ce que vous avez dit précédemment, on dit, mais il faut demander à ceux qui le font. Nous, on ne connaît pas ce qui se passe. Pardon, excusez-moi, Geneviève, est-ce que vous pouvez avoir la conclusion? Oui, tout à l'heure. Oui. Donc, les éléments de conclusion. Okay, merci. Pour une minute. Donc, il faut, dans les éléments de conclusion, je voudrais mettre surtout l'accent sur l'élaboration actuellement d'un cadre normatif qui doit réguler, qui régissant la production et l'utilisation des données ou encore document de politique nationale d'évaluation qui est prévu dans le cadre du programme décennal de l'éducation de 2020 à 2029. Donc, on s'achemine pour avoir un document de référence. Et l'implication des structures déconcentrées dans la production et l'utilisation de données doit être effective si on veut parler de l'utilisation de ces données-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je parle aussi du renforcement des capacités. Je sais que ça a dû être... c'est quelque chose qui est transversal à tout ce que vous avez dit aujourd'hui et dans les webinaires passés, le renforcement des capacités à tous les niveaux de ceux qui produisent les données et des évaluations. Donc ça doit être, les capacités doivent être renforcées et surtout le volet communication qui doit être pris en charge si nous voulons que ces données soient utilisées. Et ce volet communication, pour qu'il soit pris en charge, il faut qu'on aille à des résultats ou bien à des rapports qui sont accessibles aux différents niveaux. Si ces rapports sont plus techniques, donc ce n'est que les techniciens qui pourront vraiment les utiliser, mais il faudrait que ce soit accessible à chaque niveau.
Je voudrais sur ce vraiment vous remercier pour votre attention. Merci. Merci, Jenabou. Merci beaucoup. Vous avez illustré plusieurs challenges. Par exemple, le manque de politique d'évaluation, faible cohérence, manque de complémentarité entre les différentes évaluations, manque d'autonomie des acteurs nationaux, etc. Et aussi souligner l'importance de renforcement des capacités du personnel, surtout au niveau des déconcentrés. Et leur intégration dans la gestion des données et dans la préparation de rapports. Donc, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer au cas du Sénégal. Maintenant, nous avons Winnie Yondo. Winnie est ingénieure statistique économiste et consultante internationale pour l'UNESCO, spécialisée dans l'évaluation des acquis d'apprentissage, planification des systèmes éducatifs et la formation et l'intégration professionnelle des jeunes dans les pays africains. Donc, la parole est à vous, Winnie. Merci. Je m'en vais partager mon écran. Alors, ma présentation porte sur l'interaction des acteurs nationaux et internationaux dans le système d'évaluation des apprentissages au Sénégal. Pour commencer, il faut dire que depuis 1995, le Sénégal participe à plusieurs évaluations nationales et internationales telles que le SNES, le PASEC, EGRA, PISA-D et le baromètre Djangando, et des évaluations standardisées et harmonisées. Et au cours de la gestion de ces évaluations, plusieurs acteurs sont impliqués et ces acteurs sont représentés à différents niveaux, au niveau central, au niveau déconcentré, et on a aussi des acteurs internationaux qui sont plus précisément les partenaires techniques et financiers. Alors, au niveau central, l'INEAD, qui est l'Institut national d'éducation, est l'institut qui est principalement des évaluations des apprentissages tels que le SNES, le PASEC, et l'INEAD participe également aux évaluations du PISA-D et GRA et à d'autres évaluations commanditées par les partenaires financiers. Nous avons également au niveau central la DEPRE, qui est la direction pour la planification et la réforme de l'éducation du ministère de l'Éducation au Sénégal, qui participe aux évaluations liées au PACEP et est en charge de produire des statistiques annuelles sur l'éducation. Et la DEPRE exploite aussi les données d'évaluation des apprentissages que j'ai abrégé en DEA dans la planification de l'éducation. Nous avons également le laboratoire de recherche et de transformation économique et sociale, l'ATES, qui est principalement en charge de l'évaluation Djangando. Au niveau déconcentré, les inspections d'académie et les inspections d'éducation et de la formation participent à la mise en œuvre d'évaluations internationales, SNES, EGRA, PISA-D et PASEC, et également organisent des évaluations standardisées, des tests et des pré-tests. Concernant les acteurs internationaux, la Banque mondiale, le RTI, USAID et la Fondation ELET et l'AFD sont les principaux acteurs internationaux qui participent, qui appuient de façon technique et financière toutes les évaluations internationales réalisées au Sénégal ainsi que le Djangando.
malgré cette présence, bien qu'il y ait une présence de différents acteurs à différents niveaux, il faut noter qu'on observe une absence d'une politique nationale d'évaluation des apprentissages qui devrait définir l'ensemble des objectifs des évaluations et la vision stratégique du système. Cette absence de politique nous pousse à demander alors dans ce contexte comment est-ce que les données lorsqu'ils sont recueillis, comment est-ce qu'ils sont utilisés, comment est-ce que les différents partenaires interagissent dans ce contexte lorsqu'il faudra mettre sur pied des politiques issues des résultats observés. Donc, il est question pour nous de comprendre l'influence et du soutien des PTF sur le développement des systèmes d'évaluation et l'utilisation des données d'évaluation des apprentissages, l'influence de la dynamique entre les acteurs nationaux au niveau central et déconcentré sur l'utilisation des données, et comment améliorer la prise en compte des résultats des DEA dans le système éducatif. Alors, concernant l'influence du soutien des partenaires techniques et financiers sur le développement des systèmes d'évaluation et l'utilisation des DEA, il faut déjà préciser que ces partenaires assurent le financement et l'assistance technique de la plupart de ces évaluations. Ça veut dire qu'ils ont une influence sur la périodicité de certaines évaluations telles que le SNES et que lorsqu'ils mettent en œuvre ces différentes évaluations, le plus souvent, ils ne tiennent pas compte des priorités du gouvernement sénégalais. Il faut également souligner que les données d'évaluation des apprentissages servent généralement d'indicateurs de performance liés au décaissement des projets différents. Ce qui veut dire que l'utilisation actuelle des données d'évaluation des apprentissages par les PTF est souvent orientée pour le suivi et évaluation ou pour la réduction des comptes. Elles ne sont pas suffisamment exploitées pour résoudre les problèmes soulevés, les problèmes révélés par les données recueillies sur le terrain et ne reflètent pas généralement le contexte. Il faut également dire qu'il existe au niveau de l'intervention de ces différents partenaires financiers des chevauchements, c'est-à-dire qu'on a des évaluations qui partagent les mêmes objectifs et qui se déroulent parfois au cours de la même période. De plus, les interventions des PTF ne sont pas toujours harmonisées car, bien évidemment, dictées par leurs objectifs personnels. Donc, le ministère de l'Éducation ne parvient pas toujours à s'imposer pour organiser l'aide apportée selon ses propres objectifs. Concernant l'influence de la dynamique entre les acteurs nationaux sur l'utilisation des données d'évaluation des apprentissages, on a remarqué au cours de notre étude, du moins en interrogeant les acteurs, que l'INEA travaille en coopération avec la DEPRE et la DE qui est la direction de l'enseignement élémentaire, qui utilise aussi les données d'évaluation des apprentissages dans son fonctionnement. Et par contre, rencontre des difficultés ces relations avec le système d'information du ministère de l'Éducation nationale et de la DESCO, la direction des examens et concours. Donc, les relations entre l'INEA et ces deux organes ne sont pas très fluides, alors que tous ces organes doivent interagir ensemble pour pouvoir mieux exploiter les données issues des évaluations des apprentissages.
De plus, les résultats de ces données sont généralement utilisés en différé parce qu'on observe un retard lors de la diffusion des données du niveau central au niveau déconcentré. Par exemple, les évaluations qui sont liées au paquet. Et malgré la diffusion des données des apprentissages au niveau central dans des inspections d'académie, elles restent moins ciblées et effectives dans les IEF et les établissements. Ça veut dire que les IEF et les établissements, les directeurs d'école, les enseignants n'ont pas facilement accès aux résultats, aux rapports issus des évaluations, des apprentissages menés dans leur école. Le dialogue technique aussi de cette donnée reste limité tant au niveau central que déconcentré. Il faut dire qu'au niveau central, on a des agents qui ont des capacités techniques adéquates pour utiliser et exploiter les données d'évaluation des apprentissages, mais nous avons trouvé que ces données, ces capacités sont sous-exploitées. Par ailleurs, au niveau déconcentré, le plus souvent, les agents qui sont en charge des évaluations, de l'analyse des données n'ont pas reçu une formation adéquate pour exploiter ces données-là. Et il n'y a pas, ils ont montré un besoin de renforcement de capacités qu'ils n'ont pas encore actuellement venant du niveau central. Au niveau déconcentré, maintenant, des réticences ont été observées chez les acteurs. Les évaluations organisées par les partenaires externes ne reflètent pas le fonctionnement réel des écoles. Ça fait partie des raisons pour lesquelles ils sont un peu réticents, car ils ne fournissent pas assez de retours exploitables au niveau déconcentré. Il y a souvent des rapports qui sont présentés de façon globale, qui ont des données d'ordre national et qui ne reflètent, qui n'ont pas des données un peu plus désagrégées pour pouvoir être compris par le niveau déconcentré et mieux exploité pour mener des politiques afin de résoudre les problèmes rencontrés. Les enseignants également sont réticents aux évaluations standardisées et harmonisées qui sont organisées au sein des établissements, que ce soit primaires ou secondaires, et soulignent l'inadéquation des épreuves avec le niveau des élèves au moment du test. Et ça s'explique par le retard qu'ils marquent dans les enseignements. Lorsque les tests arrivent, les élèves sont en retard dans le programme et du coup, il y a une inadéquation qui est remarquée. Ils assurent difficilement aussi la progression harmonisée prévue par le programme, ce qui ressort dans les évaluations et génère des tensions lorsqu'il faut mettre en œuvre une évaluation des apprentissages. Par ailleurs, plusieurs cas de falsification des tests, d'évaluation des standardisés harmonisés et des fuites d'épreuves ont été identifiés et certains enseignants refusent généralement d'administrer les épreuves destinées aux évaluations et les remplacent par d'autres sujets composés eux-mêmes. Certains vont plus loin en communiquant les réponses des tests à leurs élèves. Ce sont là de multiples raisons qui remettent souvent en question la fiabilité des résultats obtenus au niveau déconcentré et aussi le manque on peut dire, le manque de surveillance, si je peux dire comme ça, du niveau central par rapport au niveau déconcentré. There seems to be a problem of
the connection. Il semble qu'il y ait un problème de connexion. Oui. Les interprètes n'entendent absolument pas l'orateur. Winnie, vous êtes là? Vous êtes toujours avec nous? Hello? Allô, est-ce que vous m'entendez? Winnie? Allô? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez essayer d'avoir des recommandations parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps maintenant? Est-ce que c'est possible? Oui. Merci. Oui, bien sûr. Oui. Comme recommandation, nous proposons d'utiliser de meilleurs canaux de diffusion et de dialogue technique autour des données d'évaluation des apprentissages entre les différents acteurs. Et le ministère devrait clairement définir les priorités concernant les évaluations et leurs utilisations. Donc, il devrait avoir plus de coordination entre les partenaires techniques et financiers et le ministère de l'Éducation. De plus, le système d'évaluation gagnerait à bénéficier d'une collaboration plus étroite entre les différentes directions qui sont impliquées dans les évaluations des apprentissages, dans leurs utilisations et dans la mise en œuvre des politiques issues des résultats. Notamment la DEPRE, la direction de l'enseignement alimentaire, la DESCO, le CIMEN et l'INEAD. Il faudrait aussi adopter une démarche plus inclusive et susciter l'adhésion de tous pour une exploitation de données à tous les niveaux et qui permettrait l'appropriation de tous. Nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, merci Winnie pour la présentation. Nous avons compris qu'avec autant d'évaluations internationales, régionales, nationales que le Sénégal a mis en place, il est très important que les différentes unités de coordination des différentes évaluations collaborent et aient une vision complémentaire sur la manière d'utiliser les données d'évaluation. Bon, ça c'est au lieu de travailler en silo dans la manière compétitive. Donc, merci beaucoup, Winnie. Now I am switching to English. Je vais maintenant repasser à l'anglais, dit Miyoko. Nous avons enfin deux oratrices du groupe de recherche, Laura Savage, qui vont nous parler de la manière d'améliorer les profils d'apprentissage et comment cela peut créer des boucles de retour d'informations pour améliorer l'apprentissage dans le système éducatif. Nous avons donc Laura Savage, qui est consultante et conseillère en éducation dans le ministère britannique du développement international, et Carmen Bellafi. Laura est donc conseillère au ministère de l'Éducation du Royaume-Uni. Elle est chef d'équipe de l'équipe de recherche en éducation, et Carmen Bellafi est chercheur associé pour le programme RISE. Donc, la parole est à vous. Merci. Je vais commencer et faire quelques commentaires. Ensuite, je passerai la parole à Carmen qui vous abordera l'analyse technique et plus sophistiquée. Donc, j'aurai 3 points que j'aimerais couvrir aujourd'hui. Tout d'abord, à quoi servent les données d'apprentissage? Donc, en partant des 2 derniers webinaires, au cours de ces 2 dernières semaines, je voudrais réitérer ce que les données d'apprentissage nous disent. Ils nous disent si le système éducatif fonctionne ou pas. Et cela sur la base de l'objectif du système éducatif, dont l'objectif est de permettre aux enfants d'apprendre. Et lire et écrire, ce sont les compétences de base que nous voulons que les enfants puissent acquérir dans le cadre de cette expérience d'apprentissage. Et alors que nous savons qu'il y a des évaluations nationales dans les pays, l'UNESCO, dans la majorité des pays d'Afrique et beaucoup de pays d'Asie, a noté que nous n'avons pas de données d'évaluation de l'apprentissage. Nous ne savons pas ce que les garçons et les filles apprennent à l'école et combien parmi eux n'apprennent pas. Donc, les données d'apprentissage sont utiles, cela nous le savons, et nous avons tendance
Et cela m'amène à mon deuxième point, c'est que nous avons tendance à considérer que cela, c'est de la responsabilisation et à mettre des données dans le système de responsabilisation. Et nous savons si ça fonctionne, mais nous pouvons également considérer que différentes personnes à différents niveaux du système sont responsables s'il y a eu amélioration de l'apprentissage suite aux investissements dans le système. Et dans la vie réelle, dans le monde plus politique dans lequel nous vivons, cette responsabilisation peut se traduire par des critiques et des blâmes. Et j'ai travaillé dans différents systèmes éducatifs où on peut voir qu'il y a ce jeu de critiques et de blâmes à différents niveaux. Donc les enseignants et les proviseurs à différents niveaux peuvent voir si ou on peut avoir peur que cela n'émerge pas, oui, et que et que les parents les blâment, que les enseignants leur reprochent quelque chose, etc. Donc, si nous commençons à insister là-dessus, cela devient important. On peut commencer par le ministère de l'Éducation et tous leurs efforts pour traduire les politiques et les programmes en apprentissage, et cela ne fonctionne pas. Et on ne sait pas très bien pourquoi on a des données d'apprentissage, mais nous n'avons pas forcément des informations sur le système, la performance du système pour expliquer le pourquoi de la chose. Et ensuite, et des orateurs l'ont expliqué aujourd'hui, lorsqu'il peut y avoir également les donateurs qui peuvent financer d'autres études qui montrent souvent des données qui sont différentes de celles des évaluations nationales de l'apprentissage et qui sont souvent ont des résultats pires. Ceci peut engendrer des données, des conversations et des dialogues. C'est mes données, c'est tes données, et cela peut avoir un impact sur l'approche qui amène à utiliser des éléments factuels ou pas. Nous avons le potentiel et donc nous voyons qu'il s'agit un petit peu de jeu de reproches que l'on se renvoie. Et qu'est-ce que l'on fait à ce propos? Donc, je dirais que lorsque l'on pense à l'éducation comme un système, nous devons reconnaître qu'il y a une couche politique, il y a une couche politique économique, et ça, nous ne pouvons rien faire. Mais il faut donc réfléchir à ces relations et harmoniser ces relations. Et c'est là où RISE entre en jeu. Donc, l'équipe RISE est financée par le FCDO, et RISE est un programme qui, au cours de ces dernières années, a financé la recherche dans plusieurs pays différents, en Éthiopie, en Tanzanie, au Nigeria, en Inde, au Pakistan et en Indonésie et au Vietnam. Et ceci essaye de voir comment tous ces systèmes éducatifs, en dépit de tous les investissements et les réformes, n'ont pas permis d'améliorer l'apprentissage, et voir les dernières réformes, et voir si l'on peut identifier des déviations positives. L'idée n'est pas de voir comment enseigner aux enfants à apprendre, mais regarder pourquoi est-ce que les choses ne fonctionnent pas à grande échelle. Et je pense que l'une des choses les plus importantes, c'est un d'un bailleur qui a réfléchi à cela et il nous a montré à quel point la crise est importante et à quel point les changements sont lents, et que la réforme est surtout politique. Et c'est une question de mise en œuvre. Les données, les politiques et les données sont une chose, mais maintenant, je vais passer la parole à Carmen qui va vous parler donc des profils d'apprentissage et du système RISE. Et à mon sens, c'est vraiment une analyse très sophistiquée et complexe de l'analyse des données. Et en tant que décideur comme moi, cela nous aide à voir où est-ce que les enfants n'apprennent pas et où est-ce qu'ils apprennent. Et ceci nous donne les capacités, lorsque les données sont disponibles, de nous concentrer là-dessus et voir si nous devons donc nous pencher sur l'apprentissage et quels sont les autres problèmes sur lesquels nous devons nous pencher. Merci Laura, c'était une excellente introduction, et je voudrais maintenant ajouter quelque chose de complémentaire par rapport à ce qui a été présenté pendant tout ce webinaire, mais je voudrais faire un pas en arrière et regarder ce que Yeva nous a décrit comme étant cette absence d'alignement entre la production et l'utilisation des données, et voir peut-être comment est-ce que nous pouvons utiliser les données pour créer un retour d'information plus positif entre les données et les actions et entre tous les différents acteurs du système. Parce qu'il s'avère que non seulement toutes les évaluations d'apprentissage ne sont pas, qu'elles ne sont pas toutes aussi informatives les unes que les autres. Et je voudrais dire que tout d'abord, notamment lorsqu'il s'agit de données transversales pour une même classe, ce n'est pas le processus mettant les résultats. Donc, si vous constatez que, par exemple, en 6e année, les enfants n'ont pas les compétences de base en écriture et calcul, cela ne vous dit pas où dans le processus le problème a commencé à apparaître. Et beaucoup d'évaluations, deuxièmement, se font assez tardivement dans le cycle scolaire, à la fin du primaire et par la suite.
Et notre recherche montre que l'on ne peut pas améliorer la situation en 10e année en essayant d'améliorer la situation en 9e année parce que le fossé ne fait s'agrandir avec les années. Troisièmement, nombreuses d'évaluations se font dans les infrastructures scolaires et ce sont des mesures faites par à l'intérieur de l'école et non pas par des gens qui travaillent dans le même système. Et cela amène à sous-estimer le système et sous-estimer le nombre d'enfants déscolarisés. Voici donc la PISA-D et les résultats et c'est là où on voit le faible apprentissage. Et si vous regardez ici, à droite, vous voyez que la moyenne des 7 pays qui ont participé à PISA-D, en moyenne, 57% des enfants étaient exclus des évaluations, soit parce qu'ils étaient déscolarisés, soit parce qu'ils n'avaient pas le niveau, ils n'étaient pas dans la bonne année, ils ne pouvaient donc participer. Et cela signifie que PISA-D n'a même pas couvert la majorité des enfants dans cette cohorte de jeunes de 15 ans. Et ceci est un problème que nous essayons d'aborder lorsque nous parlons de pays, lorsque nous voulons agir sur la politique en tant que C'est un profil d'apprentissage et nous pouvons vraiment en fait voir quels sont les points critiques du processus d'apprentissage pour remédier à certains problèmes. Maintenant, qu'est-ce que c'est un profil d'apprentissage? Cela décrit combien les enfants apprennent dans un contexte sur le temps. Donc, sur l'abscisse, vous avez l'âge ou la classe et ensuite vous avez soit la compétence ou l'apprentissage. Et donc, vous voulez vraiment que le profil d'apprentissage soit très, très escarpé au début. Mais dans la réalité, la graphique est très différente. Et je vais vous montrer dans un petit moment. Ces profils d'apprentissage nous permettent de tracer les trajectoires à travers les différentes classes et âges. On comprend quand est-ce que les enfants commencent à être à la traîne et on couvre les années de scolarisation précoce et il y a différents ensembles de données qui nous sont disponibles et on peut également analyser les différences entre les groupes lorsqu'il s'agit d'apprentissage. Et je vais vous montrer quelques exemples dans un petit moment. Alors, qu'est-ce que nous avons appris à partir de ces profils d'apprentissage? Rice a fait une analyse des profils de 50 pays et 6 millions de personnes et nous avons quelques métadonnées et voici ce qu'on a pris. Donc, les profils d'apprentissage sont trop plats pour que les enfants puissent atteindre les objectifs de l'ODD 4. Et c'est exactement ce que vous voyez dans la courbe orange. Ensuite, l'apprentissage varie de façon drastique à travers les pays et même au sein des classes. Et l'évaluation, par exemple, en Inde a montré que les enfants en 8e année passent beaucoup de temps mais ils sont en fait ils sont à la traîne par rapport au programme scolaire. Et les différences d'apprentissage ressortent très précoce, de façon très précoce, et ce qui est très difficile à corriger avec le temps. Ensuite, les réponses traditionnelles donnent des résultats très limités. D'abord, on a l'impression que quand on élargit l'accès, cela peut améliorer les choses, mais cela est vrai dans certains contextes, mais dans d'autres contextes où les profils sont plats, ce n'est pas parce on passe plus de temps dans les écoles qu'on apprendra mieux. Ensuite, quand on va diminuer les écarts, ça va améliorer l'apprentissage dans certains contextes, mais sachez que les niveaux d'apprentissage sont trop faibles, mais même pour les pays même pour les pays avancés. Donc, même si on arrive à supprimer les inégalités, la plupart des enfants ne vont pas atteindre les objectifs de ODD 4. Donc, voici un profil d'apprentissage pour les mathématiques. Donc, on mesure les compétences en mathématiques. Donc, 2 points très rapides. D'abord, vous pouvez voir que le profil est vraiment très plat. Donc, d'ici la 4e année, même pas 20% des enfants sont compétents en mathématiques. On a pris des compétences de base. Ensuite, la différence entre les garçons et les filles existe, mais il est très petit par rapport aux compétences universelles
qu'on souhaite atteindre. Donc, comment est-ce qu'on peut fermer la boucle et comment est-ce que les profils d'apprentissage pourraient nous aider à établir les priorités? Donc, la bonne nouvelle est que ces données existent pour plusieurs pays. Mixix, par exemple, couvre plus de 30 pays et va encore comprendre 60 pays d'ici l'année prochaine. Les profils d'apprentissage peuvent vraiment identifier les problèmes dans les processus d'apprentissage. On peut répondre à des questions comme quand est-ce que les enfants sont à la traîne? Quels sont les enfants qui sont à la traîne? Quels sont les écarts d'inégalité et quels sont les écarts universels? Et cela peut vraiment aligner les acteurs autour des priorités pour un système d'éducation. Et cela est très important. Les éléments évoqués par Manaya parlent du niveau central qui a le leadership, mais tous les acteurs ont l'appropriation et une délégation des responsabilités nettes. Nous savons à partir des expériences que nous savons aussi par la recherche que les acteurs dans le système éducatif doivent être alignés et doivent définir des priorités pour leur système. Et cela veut dire qu'il faut vraiment des priorités en alphabétisation et en mathématiques. Et cela peut aider les systèmes à s'aligner pour assurer un bon apprentissage. Et on l'a vu au Kenya, en Tanzanie, en Inde, au Botswana, parmi d'autres. Donc, en deux mots, les profils d'apprentissage peuvent vraiment aider les acteurs à se mettre d'accord sur un problème et sur une priorité et un plan d'action qui a vraiment contribué à renforcer l'apprentissage. Donc, voici quelques éléments de bibliographie. Vous pouvez trouver toutes ces informations ici et nous sommes à votre disposition. Vous pouvez nous contacter par ces canaux traditionnels et j'attends avec impatience vos questions. Merci beaucoup d'avoir respecté le temps de parole, Carmen. Je pense que ce qui est très bien avec cette expérience RISE, nous avons des différents résultats qui sont réunis de façon continue et cela peut vraiment constituer une boucle vertueuse de retour d'informations. Donc, c'est entre ceux qui recueillent ces données et entre ceux qui font l'interprétation. Je pense que cela va être encore plus pertinent lorsque ces mesures d'apprentissage et les résultats des apprentissages seront mieux alignés pour mesurer l'indicateur de ODD 4,1,1. Nous avons en fait très peu de temps pour des questions et des réponses, mais je vais quand même donner la parole à Lynn, qui est le chef de la bibliothèque de l'IPE et qui est aussi la coordinatrice du portail d'apprentissage. Merci beaucoup, Miyoko. Merci beaucoup pour les présentations. Je pense que vous ne pouvez pas me voir à cause de la lumière. Nous avons eu beaucoup de questions dans le chat et dans la rubrique questions et réponses. Sachez que les questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre vont figurer dans un forum en ligne et nous serons ravis de répondre à vos questions sur ce forum. Donc, nous avons beaucoup de questions qui nous attendent liées au renforcement de capacités. Donc, qui a été également évoqué pendant le premier et le deuxième webinaire. Et peut-être chacun des présentateurs peuvent répondre à ces questions. Donc, beaucoup de personnes ont dit que l'utilisation des données d'évaluation des apprentissages n'est pas très efficace au niveau déconcentré. Est-ce que les niveaux déconcentrés ne peuvent pas utiliser les données de leur niveau pour la planification et la prise de décision? Ensuite, nous avons quelqu'un de Kenya qui a pensé à renforcer la capacité des enseignants dans la production et dans l'analyse des données. Et je ne sais pas s'il y a d'autres solutions que les présentatrices souhaitent suggérer. Donc, voici quelques questions. Donc, je vais commencer avec l'IPE. Merci beaucoup, Lynn.
C'est vraiment une question très importante. Malheureusement, nous avons remarqué qu'il n'y a vraiment pas d'analyse de données d'évaluation des apprentissages au niveau déconcentré. Il y a la mise en œuvre des tests, mais les résultats sont en fait envoyés au niveau central et l'analyse se fait au niveau central et pas au niveau déconcentré. Et parfois, les niveaux déconcentrés ne reçoivent pas non plus le retour d'information. Et c'est vraiment une question de capacité et aussi c'est une question de comment les évaluations sont conçues. Donc, il y a deux éléments qui sont importants. Je ne sais pas si Thomas Naya souhaite ajouter quelque chose. Oui. Oui, effectivement, comme Yeva l'a mentionné, il y a aussi une difficulté qui est liée à la conception des évaluations elles-mêmes, puisque certaines sont conduites sur un échantillon. Donc, ça nous fournit des informations, mais au niveau national, au niveau du système. Donc, c'est pas forcément pertinent pour les acteurs qui sont dans les niveaux décentralisés, qui veulent eux savoir peut-être plus précisément comment leur juridiction quelle a été leur performance. Donc, c'est aussi cette difficulté, c'est que ce n'est pas tant que il y a le manque de capacité pour utiliser ces données, mais il y a aussi simplement l'absence de données pertinentes pour ces acteurs-là. Et donc, c'est pour ça que, comme on l'a vu, comme l'a dit Madame Baldé, ils se tournent vers les examens nationaux qui vont, eux, aller à un niveau assez détaillé, c'est-à-dire au niveau même de l'élève et plus régulier dans le temps. Donc, voilà, c'est simplement ce que je voulais soulever. Et peut-être si on pouvait avoir des commentaires de Madame Baldé et puis de Madame Yondo aussi. Oui, moi je voudrais intervenir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Donc, je voulais dire que l'utilisation des données dans les services déconcentrés, on se demande la pertinence de l'utilisation de ces données issues de l'évaluation des apprentissages. Moi, je pense qu'elles sont pertinentes. Elles sont pertinentes dans la mesure où, si on essaie de voir au niveau, même si on fait donc un échantillonnage, c'est sûr qu'on va toucher la région. La région qui fait partie, donc les préfectures sont au niveau de la région et donc de toute façon, on touchera une partie de la région. Et ce serait une bonne chose de voir l'analyse qui a été faite par rapport à cette région et que cette analyse-là soit, qu'on puisse donc parler, discuter de ce qui a été fait au niveau déconcentré pour que les gens sachent, voilà ce qui ressort de ce qui a été fait, de l'évaluation qui a été faite au niveau national, voilà les indicateurs que nous avons et voilà les indicateurs par région. Voilà où se situe notre région par rapport aux autres. Je pense que c'est un plus que de vouloir le faire. Et ainsi, si c'est fait, je crois que différents acteurs vont mieux s'approprier des évaluations et vont essayer de revoir ce qu'ils ont l'habitude de faire pour que des prochaines évaluations qui vont se faire fassent en sorte que leur région soit plus ait un score meilleur par rapport à ce qu'ils ont eu précédemment. Okay, thank you. I think we may have lost. Merci beaucoup. Je pense que nous avons perdu Madame Yondé. Je ne la vois pas. Donc, quelques commentaires de conclusion de la part de Laura et de la part de Carmen. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je dirais que ce qui ressort en toute évidence, c'est que la plupart des acteurs au sein du système éducatif ont besoin d'être alignés autour de cette idée que l'apprentissage de fond est une priorité. Donc, avant même de parler de qui doit mesurer, quel genre de données doit-on mesurer, je pense que le dialogue doit commencer par comment faire en sorte que tout le monde du système, tous les décideurs, tous les gens qui ont leur mot à dire quelle est la priorité. Et
peu importe la définition qu'on accorde à ces priorités. Je suis tout à fait d'accord, mais je vais juste ajouter un point plus large. Le souhait que les régions déconcentrées doivent agir est tout à fait compréhensible, surtout dans un système très complexe. Mais nous voyons que dans les systèmes, le niveau central essaye de contrôler de façon très stricte tout ce qui se fait au niveau déconcentré. Et nous voyons que cela n'est pas seulement lié en fait à la formation, mais c'est un système de gouvernance. Comment est-ce que vous pouvez avoir des priorités claires? Comment aussi autoriser la souplesse et autoriser la prise de décision au niveau déconcentré. Donc, il faut vraiment établir le juste équilibre qui est très difficile dans un système. Et donc, cette question va également se refléter dans l'utilisation des données. Donc, l'autorité de faire des bonnes informations inclut les informations, mais ce n'est pas limité aux informations et aux données. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Miyoko. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lynn. C'était un immense plaisir de réunir tous les orateurs aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous attendons avec impatience la prochaine analyse comparative qui sont prévues à la lumière des études subsahariennes qui ont été présentées dans les 3 webinaires précédents. Et nous attendons aussi des informations sur les pays de l'Amérique latine. Je souhaite vous dire que l'IPE va organiser en fait une version en ligne des cours spécialisés. Donc, j'ai donné les informations dans le chat. Si vous voulez savoir un peu plus sur le renforcement des capacités, sur comment utiliser les données d'évaluation des apprentissages, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Cela dit, il est maintenant l'heure de clôturer cette série de webinaires sur l'utilisation des données d'évaluation des apprentissages. C'était un immense plaisir pour moi de réunir tous les orateurs ici ainsi que le public. Je souhaite remercier non seulement les présentateurs, mais aussi les comités d'organisation et les participants qui ont vraiment rendu la science intéressante et bien entendu nos interprètes. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite bon courage, restez en bonne santé et restez en toute sécurité. Merci beaucoup.